En seulement quelques années, TikTok est devenu un phénomène mondial. Lancée en 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance, cette application de partage de courtes vidéos a conquis la planète à une vitesse fulgurante. En 2024, elle compte plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs mensuels et a été téléchargée plus de 4 milliards de fois. Son secret, un algorithme redoutablement efficace qui propose un flux infini de contenu adapté aux préférences de chaque utilisateur. Les vidéos, d'une durée de quelques secondes à 10 minutes, captivent un public jeune. 63% des utilisateurs ont entre 10 et 29 ans. Derrière les danses virales et les défis insolites, TikTok est aussi une plateforme où se cache une influence plus sombre. Sous couvert de divertissement, certaines tendances virales peuvent avoir des conséquences inquiétantes. Mise en danger des utilisateurs et normalisation de comportements toxiques. Les défis, comme le Blackout Challenge, ont provoqué plusieurs décès. Pour mieux comprendre l'impact réel de TikTok, nous avons rencontré 3 personnes aux perspectives très différentes. Un TikToker, un expert en neurosciences cognitives et une victime de cette violence. Moi, c'est Frédéric Bekobé, j'ai 25 ans, je suis rugbyman et influenceur sur les réseaux sociaux, à temps perdu. Sur TikTok, j'ai 825 000 abonnés et sur Insta, j'ai 40 000 abonnés. Alors, je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans, je suis en première année d'études en sciences politiques et relations internationales et à côté, je suis sapeur-pompier volontaire. J'utilise Snapchat depuis la 3e, Instagram depuis la 2e et ça fait 1 an que je suis sur TikTok. Je devais présenter TikTok, je dirais que c'est un réseau social un peu unique. C'est différent de Facebook, c'est différent d'Instagram. C'est facile d'être addict sur TikTok parce que c'est un réseau où tu te retrouves dans un milieu où il y a du bon et il y a du très très mauvais. Alors d'abord, ça a été surtout pour la communication et ça a eu un deuxième impact, c'est-à-dire que je l'utilisais beaucoup pour me divertir et échapper entre guillemets à ma réalité. Je me suis retrouvé face à des contenus problématiques. C'est pas à cause du fait que j'essaie d'échapper à ma réalité, c'est plus du fait de la communication, de l'instant T, des échanges, etc. Pendant genre 3 mois, il y a ma copine de l'époque, donc mon ex actuellement, qui était en désaccord avec sa meilleure amie sur moi. Genre sa meilleure amie me détestait et du coup elle arrêtait pas de balancer des rumeurs sur moi, etc. Les rumeurs ça circule super vite, du coup la réaction elle arrive super vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un rythme de entre toutes les semaines et tous les 2 jours, il y avait un truc qui sortait genre soit elle arrêtait de me parler machin, soit carrément elle m'insultait, etc. Et le summum, ça a été en janvier où sa meilleure amie lui a dit que je l'avais trompé avec mon ex pendant les vacances de Noël. Et après, donc ça s'est passé pendant que j'étais en train de dormir. Et elle m'a envoyé une 40aine de messages. Si ça avait été en présentiel, entre guillemets, on aurait pu avoir une conversation. J'aurais pu dire qu'effectivement, c'était une simple rumeur, que ça n'avait pas été le cas. Et j'aurais pas été confronté, en fait, à 6h45, en ouvrant mon téléphone, à 40 messages limite haineux, en fin de compte. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo. C'était une vidéo qui était centrée sur ma taille. Je crois que c'était un truc qui disait les mecs de 2 mètres et quelques, qu'on se sent en sécurité. Bref, j'ai trouvé drôle de faire une vidéo dessus vu que je me reconnaissais. Ça a créé une vague d'émotions derrière. J'ai vu des commentaires, j'ai vu comment il est grand et tout. De là, j'ai fait une vidéo.
Et les réactions étaient énormes derrière. Je crois que la vidéo elle a fait 700 000 vues. Et c'est de là que tout a commencé. Je t'accroche. Ça veut dire quand je poste une vidéo, je pars, je regarde si j'ai fait le million de vues. Je regarde les commentaires, comment ils augmentent. Je lis les commentaires. C'était une addiction parce que plus tu postes, plus tu as envie de de battre ton record précédent. Si tu as fait 1 million de vues, tu veux aller à 2 millions, tu vas aller à 3 millions, tu vas aller à 4 millions de vues. Et cette envie de battre ton record précédent te rend vraiment addict. Après, ce n'est pas forcément sur la production du contenu, c'est plus sur le retour. C'est sur le nombre de vues, c'est sur les commentaires qui s'ajoutent, ta popularité elle augmente très vite, tu deviens de plus en plus connu, et il y a tout un truc derrière, tu vois. Et c'est ça qui crée l'addiction. Parce que tout devient accessible un peu plus facilement. Alors d'abord, c'est à la fois un mécanisme neuronal, ça touche au fonctionnement des connexions neuronales, en fait, je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure. Et du coup, c'est cognitif aussi. Et du coup, ça va toucher nos comportements, hein, notamment des comportements qu'on pourrait estimer être proches de la question de l'addiction, en tout cas de l'addiction comportementale. Avant tout, il faut comprendre comment ça fonctionne le cerveau. Et qu'on a un système qui est, alors c'est ça qu'il faut bien comprendre, qui est un système automatique et irrépressible. Et c'est, et ça fait l'objet d'une loi, la loi de Hebb, H-E-2-B. Le système a mis en place le système de récompense, qui est un système qui nous permet de répondre à ses besoins pour rester en équilibre, en tout cas pour se maintenir en vie et pour se reproduire. Le système dopaminergique, en fait, qui est largement basé sur la question de la récompense, il a, en gros, il a deux voies. Il a une voie D1 qui correspond à la réception, la dopamine, voie D1, qui lui engage à l'action, qui va quelque part motiver à l'action, qui va enclencher des phénomènes par rapport à un percept dans un environnement, qui va déclencher l'envie de répondre à cette action pour nous rendre équilibrés, en gros, hein, par rapport à ce que je disais précédemment. Et puis il y a la voie D2, toujours reliée à la dopamine, les récepteurs D2, qui eux vont contrer un petit peu cet engagement d'action, cette motivation. Par exemple, vous marchez dans la rue, par exemple, hein, et vous voyez une image de gâteau. Le système D1 va vous dire, attention, il y a des gâteaux dans les boulangeries. Parce que par le passé, j'ai déjà vécu cette situation. En me rendant dans une boulangerie, j'ai obtenu un gâteau, bon, certes en payant, etc., mais j'ai obtenu un gâteau et donc j'ai répondu à un besoin, je suis resté en équilibre et j'ai eu satisfaction à ce moment-là quand j'ai mangé le gâteau. Et en même temps, il y a votre système D2 qui va vous dire, ouais, mais t'as pas le temps aujourd'hui, ou t'as pas d'argent, ou t'as mangé trop de gras ce matin, il faudrait que tu fasses un peu de sport, coco. Vous voyez, le système D2 va contrer un peu la chose. Okay. Et si l'activation du système D1 est beaucoup plus forte que le système D2, vous allez acheter le gâteau. Au plus tu utilises un système, au plus vous allez le renforcer. Je suis en train de vous expliquer en fait le phénomène de l'addiction. Hein. Le TikToker qui dit des bons commentaires, c'est le même processus que celui décrit tout à l'heure. Quand vous allez voir vos commentaires, que vous voyez beaucoup de commentaires sympas, ben vous avez des petits crashs de dopamine à chaque fois. Oui. Donc c'est le même processus. Vous voyez ? Alors que s'il y a un commentaire d'un hater, là vous allez vraiment y faire attention, mais par le principe inverse, mais qui est là pour vous protéger en fait. Tu te coupes de la réalité de la vie, tu te plonges dans ce monde virtuel qui t'absorbe. Et là, tu te trouves vraiment comme un phénomène de TikTok, même dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que tu t'identifies à ça. Ouais, et c'est vraiment compliqué parce que ça t'engloutit un petit feu et ça te tue un petit feu, je dirais. Ouais. Après, tu n'as pas vraiment le temps pour le monde réel. Le monde réel, c'est ta famille, si tu as des enfants, c'est le boulot, c'est tout ce qui est autour. J'ai eu des soucis de santé et je me suis retrouvé tout seul. Et quand j'ai fait 2-3 semaines de maladie, et j'ai vu qu'en fait, en 2-3 semaines, j'avais disparu de l'actualité. Et je n'étais plus, on ne parlait plus de moi, je ne recevais pas vraiment de messages de soutien. En fait, je me suis retrouvé seul dans la vie réelle. Alors, j'ai jamais eu une vraie vision de moi-même assez positive.
Ça a toujours été assez négatif, mais c'est vrai que ça a empiré ma confiance en moi. Genre, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, même encore aujourd'hui, parfois j'y repense. Je pense que le changement, c'est pas forcément opéré directement en recevant les messages, mais quand j'en ai vu les conséquences sur moi, je pense que j'ai vraiment réalisé les dangers que ça pouvait avoir quand je me suis retrouvé pour la première fois à l'hôpital pour une tentative de suicide. Euh, Quand j'étais dans la chambre des urgences en attendant le psychiatre, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu es en train de foutre avec ta vie en fait? Tu la laisses se faire gâcher par des gens qui en fin de compte n'auront aucun impact sur toi dans 3 ans, 4 ans, voire peut-être même 1 an plus tard. Je me dis que maintenant, à part une histoire à raconter, peut-être encore 2-3 mécanismes que j'ai hérités de cette période, bah, ça m'impacte plus tant que ça et je me dis que c'est un peu con de gâcher tout ça, enfin de gâcher ma vie en fait, et même d'attenter à ma vie uniquement pour une personne qui est en fin de compte insignifiante. Notre enquête a mis en lumière une réalité bien plus complexe que l'image légère et divertissante que projette TikTok. En 2023, une fuite de documents internes révélés par le New York Times a mis en évidence la stratégie cachée derrière l'algorithme de TikTok. L'algorithme, optimisé pour maximiser le temps passé sur l'application, fonctionne en exploitant des failles psychologiques. Il identifie les vulnérabilités des utilisateurs, troubles alimentaires, anxiété, isolement. Autre révélation troublante, TikTok ne se contente pas de répondre aux goûts des utilisateurs, il les façonne activement. L'étude des documents a montré que ByteDance pouvait ajuster manuellement la viralité d'un sujet, créant ainsi une illusion d'intérêt populaire, là où il s'agit en réalité d'un choix algorithmique stratégique. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise qui détient TikTok, ByteDance, exploite 2 versions différentes de son application. Douyin en Chine, où les contenus éducatifs et inspirants sont mis en avant, et TikTok, dans le reste du monde, où l'accent est mis sur le divertissement instantané, souvent au détriment de la réflexion critique. Une dualité qui interroge pourquoi proposer un contenu enrichissant à la jeunesse chinoise, tout en inondant l'Occident de tendances superficielles et parfois nuisibles. Au fil de nos documentaires, une évidence se dessine. TikTok n'est pas un simple réseau social, c'est un empire numérique aux ramifications tentaculaires qui mêle divertissement, manipulation et enjeux géopolitiques. Une plateforme qui influence des millions de jeunes au quotidien tout en échappant encore largement aux régulations. Alors sommes-nous prêts à remettre en question notre usage de TikTok? Où se situe la frontière entre influence et contrôle? Une chose est sûre, derrière l'écran, l'algorithme ne joue jamais au hasard.